Dans les séquences précédentes, nous avons vu que les attributs définis à l'intérieur d'une classe représentent des informations qui sont spécifiques à chaque instance de la classe. Si l'on reprend notre petit exemple du rectangle, chaque instance de rectangle, chaque objet de type rectangle, va avoir sa propre largeur, sa propre hauteur, des informations qui lui sont spécifiques et qui la caractérisent. Que se passe-t-il cependant si plusieurs instances d'une même classe ont besoin d'accéder à une même information, une information commune? C'est l'objet de la séquence qui suit. Nous avons jusqu'ici utilisé différentes sortes de variables dans nos programmes. Nous avons utilisé des variables d'instance, ce que l'on appelle communément des attributs. Nous avons utilisé des variables locales, c'est-à-dire des variables déclarées à l'intérieur du corps de méthode, ainsi que des paramètres que l'on peut assimiler à des variables locales dans les méthodes et qui servent à communiquer des données à des méthodes pour qu'elles puissent travailler. Dans cette séquence, vous allez découvrir la notion de variables statiques, qu'on appelle également des variables de classe, par opposition aux variables d'instance. Il s'agit en fait d'attributs particuliers dont la déclaration est précédée du mot réservé statique. Ils ressemblent aux attributs classiques, aux variables d'instance. Ils sont déclarés de la même façon, hormis le modificateur statique qui vient en plus, déclarés comme les attributs d'instance, comme les variables d'instance, en dehors des méthodes. Tout comme les variables d'instance, ils sont visibles partout dans la classe et sont également hérités par les sous-classes. Nous allons dans cette séquence surtout nous attarder sur les variables statiques, mais il faut savoir qu'il existe également des méthodes statiques, ce que nous allons couvrir un peu plus tard. En clair, le modificateur statique s'utilise en Java aussi bien pour les variables que pour les méthodes. Dans les deux cas, un membre statique peut être utilisé sans avoir construit d'objet au préalable. Vous noterez qu'en Java, le modificateur statique ne s'applique pas aux variables locales, c'est-à-dire aux variables déclarées à l'intérieur du corps de méthode. Mais que veut dire qu'un membre statique puisse être accédé sans construire d'objet? Si l'on reprend l'exemple du rectangle, ce que nous avons utilisé jusqu'ici étaient des attributs déclarés à l'intérieur de la classe, ce que l'on appelle désormais aussi des variables d'instance. Et nous avions des méthodes. Et dans ce contexte, il est strictement impossible d'utiliser un membre de la classe rectangle sans construire au préalable une instance de rectangle. Donc ici, par exemple, si je veux utiliser la méthode surface, je suis obligé de construire un objet de type rectangle et au travers de cet objet, appeler la méthode qui calcule la surface. Je calcule la surface du rectangle. Un membre statique, que ce soit une variable ou une méthode, est invocable sans avoir au préalable créé une instance en utilisant uniquement le nom de la classe selon des modalités que nous allons examiner un peu plus tard. Donc une des facettes est que l'on peut utiliser un membre statique sans construire d'objet. L'autre facette, relative aux variables statiques, est qu'elles sont partagées entre toutes les instances de la classe. Vous avez appris jusqu'ici que chaque instance dispose d'une zone mémoire qui lui est propre pour chacun de ses attributs. En clair, chaque rectangle instancié dans un programme aura ses propres zones mémoire pour la largeur et la hauteur. Donc ici, par exemple, pour le rectangle R1, nous aurons des zones mémoire stockant la valeur des largeurs et hauteurs pour le rectangle en question. Pour un autre rectangle, il y aura d'autres zones mémoire qui vont stocker la largeur et la hauteur de ce deuxième rectangle. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de variables d'instance, car chaque instance dispose de ses propres variables. Par opposition, une variable statique serait une zone mémoire unique liée à la classe plutôt qu'aux instances, mais également accessible via chaque instance. Donc en clair, pour les variables d'instance, les attributs, il y a réservation d'une zone mémoire pour chaque objet que l'on a instancié, donc créé avec new. Donc chaque objet a sa propre zone mémoire, chaque valeur pour la variable d'instance en question.
pour une variable de classe, c'est-à-dire un attribut de la classe que l'on aurait déclaré comme statique, il y a réservation d'une zone mémoire unique. Cette réservation se fait dès lors que l'on charge la classe, c'est-à-dire pour simplifier, dès lors que la classe est mentionnée dans un programme. Aucune zone mémoire ne sera réservée pour cet attribut lorsque l'on crée une nouvelle instance avec new. Cet attribut reste néanmoins accessible comme les attributs classiques utilisés jusqu'ici via tous les objets de la classe, lesquels se référeront à la même zone mémoire, la zone mémoire unique, réservée pour cet attribut statique. Voyons ceci sur un exemple concret. Nous avons le cas d'une classe A qui contient une variable d'instance, un attribut comme nous l'avons toujours utilisé jusqu'ici, et une variable de classe, c'est-à-dire un attribut dont la déclaration est précédée du mot réservé statique. La classe A contient également une méthode modifiée, laquelle peut accéder à tous les attributs de la classe, qu'ils soient statiques ou non statiques. Examinons maintenant pas à pas ce qui se passe lors de l'exécution du code suivant. En fait, en amont même de l'exécution, dès que la classe A est utilisée dans un programme, étant donné qu'elle contient une variable statique C, eh bien, il y aura réservation d'un emplacement mémoire pour cette variable statique C, laquelle sera initialisée à 10 en raison de cette ligne. Si l'on examine cette première ligne de code, la première chose que l'on peut remarquer est que la variable de classe est accessible indépendamment de la création de toute instance. On peut accéder à l'attribut C au travers du nom de la classe uniquement, sans passer par la création d'une instance. Lorsque l'on exécute cette ligne de code, on va incrémenter la variable de classe C, variable de classe de la classe A, laquelle a déjà été initialisée. Nous allons donc nous trouver dans cette situation, la valeur de C va passer de 10 à 11. Les deux lignes suivantes déclarent une instance de A et l'initialisent au moyen du constructeur par défaut. Chaque instance de A dispose de ses propres variables d'instance, ici en l'occurrence la variable d'instance B, ce qui veut dire qu'au terme de l'exécution de cette ligne, la situation en mémoire sera la suivante. Nous aurons donc une variable V1 contenant une référence vers un objet de type grand A, qui dispose d'un attribut B, lequel est initialisé, grâce à cette ligne, à 1. La méthode modifiée est ensuite appelée sur l'instance V1. Cette méthode incrémente la valeur de la variable d'instance B. Nous allons donc nous trouver dans cette situation au terme de l'exécution de cette ligne. La méthode modifiée incrémente ensuite la variable de classe C. Vous noterez au passage que les méthodes de la classe A peuvent accéder aux attributs statiques de la même façon exactement qu'ils accèdent aux attributs non statiques, aux variables d'instance. L'exécution de cette seconde ligne de la méthode modifiée va donc résulter dans une incrémentation supplémentaire de la variable de classe C, laquelle va passer à 12. On a donc pu ici modifier la valeur de la variable de classe de l'attribut statique aussi bien en passant uniquement par le nom de la classe qu'en passant par une instance. Donc ici, au travers de l'instance V1, on a pu modifier la valeur de la variable de classe C. La variable modifiée, que ce soit au travers du nom de la classe ou au travers d'une instance, est une zone mémoire unique. Nous avons donc vu au travers de cet exemple que lorsque l'on modifie une variable d'instance, la valeur change uniquement pour l'objet courant. Par contre, lorsqu'on modifie une variable de classe, la valeur change pour tous les objets de la classe. En effet, la variable de classe est unique et accessible par tous les objets. Comme nous venons de le voir sur l'exemple précédent, une variable statique peut être utilisée au travers du nom de la classe sans passer par la création d'un objet. On peut donc utiliser des membres statiques en se passant complètement des objets, ce qui va à l'encontre de l'approche orientée objet. Utiliser des membres statiques pour contourner l'approche orientée objet est évidemment une mauvaise raison d'utiliser des variables statiques. Une bonne raison par contre est de représenter une valeur commune à tous les objets d'une classe. Étudions ceci sur un exemple concret. Imaginons que dans un programme, nous ayons à utiliser une classe employée et que nous devions représenter le fait que 65 ans est l'âge officiel de départ à la retraite pour tous les employés. Et considérons deux versions possibles pour mettre en place cela. Donc une version où on utilise une variable d'instance pour modéliser l'âge de la retraite et une autre version où l'on utilise une variable de classe, une variable statique. Première version donc, une classe employée qui modéliserait l'âge de la retraite comme une variable d'instance.
Le constructeur de la classe employé 1 serait donc en charge d'initialiser chacun des attributs au moyen de valeurs passées en paramètres. Supposons maintenant qu'une classe entreprise utilise ce type employé 1, notamment pour créer un tableau contenant un certain nombre d'employés, et chacun des éléments du tableau sera rempli en créant une instance d'employé. Comme l'âge officiel de départ à la retraite a été modélisé au moyen d'une variable d'instance, chaque employé va stocker une zone mémoire qui contient cet âge officiel, qui se trouve être le même pour tout le monde. Il y a donc pour chaque employé réservation d'une zone mémoire pour contenir exactement la même information. Donc si on a 1 millier d'employés, on va se retrouver avec 1000 fois la valeur 65 stockée, ce qui évidemment est une duplication inutile. De plus, cette duplication cause de gros problèmes de maintenance. Supposons par exemple que la loi change et que l'âge officiel de départ à la retraite soit désormais de 67 ans. Il faudrait donc parcourir toutes les instances possibles pour aller modifier cet âge de façon appropriée. Si les instances ont été stockées dans un tableau, c'est encore faisable, mais imaginez que les instances ont été créées de façon indépendante, ceci pose évidemment un gros souci de mise à jour. Dans la seconde version, où on utilise maintenant une variable statique pour l'âge officiel de départ à la retraite, donc où l'on précède la déclaration de l'attribut du mot réservé statique, on n'a plus du tout ce problème. En effet, il existera une zone mémoire unique, accessible par toutes les instances, qui contiendra cet âge de la retraite officielle, qui est le même pour tout le monde. Cet âge de la retraite pourra être accédé via toute instance ou via le nom de la classe. Il n'y a plus de duplication d'informations et il est facile de faire la modification. On n'a en effet ici plus besoin d'aller rechercher toutes les instances possibles d'employés pour y modifier l'âge de la retraite et le faire passer à 67 ans. Voilà, j'espère que ce petit exemple vous aura convaincu de l'utilité d'utiliser à bon escient des variables statiques. Notons également sur ce chapitre que pour les constantes qui sont communes à toutes les instances d'une classe, il est inutile de stocker une valeur pour chaque objet de la classe. Il faut en fait les déclarer en finale statique. Par exemple, si pour une classe planète, on a besoin d'utiliser G, la constante gravitationnelle, cette constante est la même pour toutes les planètes. Et dans ce cas-là, il vaut mieux déclarer la constante en question comme finale statique plutôt que simplement comme finale pour éviter de dupliquer cette constante pour chaque instance de planète. Pour conclure sur le chapitre des variables statiques, reprenons une instruction bien souvent utilisée. Nous sommes à même en fait maintenant de comprendre en quoi consiste cette instruction que nous avons jusqu'ici utilisée un peu plus tôt comme une incantation magique. Que peut-on utiliser directement au travers du nom d'une classe? Eh bien, ce n'est rien d'autre qu'une variable statique. Out est donc une variable statique et elle doit donc vraisemblablement contenir la référence à un objet puisqu'on applique sur cette variable out une méthode, visiblement la méthode println. Out est bel et bien une variable statique de la classe system, une variable de type printstream. Il s'agit donc d'une instance de la classe printstream et cette classe printstream contient une méthode println, laquelle est invoquée par ce biais. Ceci conclut notre séquence sur les variables statiques. Dans une séquence suivante, vous aurez l'occasion d'aborder les méthodes statiques.